Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de notre émission, de votre émission sur Radio J, les chansons de ma vie. Aujourd'hui, mon invité, j'ose le dire, est à un tournant de sa vie professionnelle. Acteur de cinéma et de théâtre, connu, reconnu et célébré. À 62 ans, franchement, il ne les fait pas. Il a choisi de changer de costume en enfilant celui de réalisateur et d'auteur de son premier long métrage qui est sorti il y a tout juste 3 jours sur les écrans. C'est Stéphane Fraisse que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui. Stéphane, votre film s'intitule « Tu choisiras la vie » et en le réalisant, vous avez fait, vous, le choix de sortir de votre zone de confort et donc le choix de la vie dans le bonheur qu'elle peut apporter lorsque l'on prend des risques. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à ça? Rien. Mais c'était important pour vous, ce film, vous l'avez porté 10 ans, vous, c'est ça? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il a mis du temps à se construire, parce que le thème est compliqué, c'est mon regard sur ce monde-là, sur le monde, sur le judaïsme, tout simplement, oui. Et a évolué pour plein de raisons que je ne vais pas commencer à énoncer maintenant, mais il m'a fallu du temps, parce qu'en fait, il a fallu aussi faire remonter à la surface pourquoi je trouvais moins de sens à mes choix de vie, à mes choix professionnels. Ce métier que j'avais choisi 30 ans avant avait du sens. Et que vous avez fait avec succès, et que vous continuez à faire. Le succès n'a rien à voir, en fait. À un moment de sa vie... Avec plaisir, en tout cas. Mais j'ai toujours fait... Non, mais justement... À partir du moment où ce qui était l'évidence et la passion a commencé à s'émousser un peu, et que je me suis posé la question de savoir, ok, j'avais besoin de ça il y a 30 ans, pourquoi est-ce que j'en ai encore besoin aujourd'hui? À partir de ce moment-là, j'ai ouvert une petite porte qui s'est ouverte sur une porte un peu plus grande, qui s'est ouverte sur une porte encore un peu plus grande. C'est sur un petit doute? Non, sur un vrai doute, mais un beau doute. Le doute n'étant, pour moi, n'a rien de péjoratif. Le doute, c'est la possibilité de poser question. Et je me suis dit, il fallait que je commence à m'affronter moi dans la question, à me poser pourquoi et comment continuer. Et à ce moment-là, l'écriture s'est imposée et le film est sorti très rapidement une fois que je l'ai totalement assumé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève et on se dit « Allez, ça y est, j'ouvre un cahier, j'ouvre un bloc-notes et j'écris mon film ». Ça se passe comment ? Ça se passe comme je viens de vous dire, c'est-à-dire que je la sors de temps en temps, mais je vous raconte l'anecdote de Philippe Noiret. Oui, bien sûr. Qui un jour, pendant le tournage des Chouans, était assis à côté de moi sur son cheval. On est tous les deux sur un cheval à milieu de tout le monde, parce qu'en fait, le réalisateur Philippe de Broca avait placé sa caméra très loin. C'est ça, il avait donc un objectif. On était très loin du monde, seul. Et on attendait que le soleil se couche. Et à un moment, après une demi-heure, il n'en pouvait plus de Noiret, il se tourne vers moi, il me fait « Tu vois Stéphane, je crois que j'en ai un peu assez de faire l'enfant. » Et en fait, à ce moment-là, moi j'avais 28 ans, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Ce film qui vous a valu un César en 1989. Ce qui m'a valu un César, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'a dit à ce moment-là a pris tout à fait son sens, c'est-à-dire que il y a un moment, il faut accepter de remettre en question ce qu'on a, la zone de confort qui n'est d'ailleurs plus une zone de confort. Et donc on fait le choix de la vie. Et on fait le choix de la vie. Exactement. Donc, moi, alors, Stéphane, sous votre contrôle, ce film, bien évidemment, je l'ai vu. Le pitch de votre film: 2 otages, 2 esclaves de leur héritage respectif. Elle, le poids d'une pratique religieuse juive orthodoxe, et lui, celui d'un domaine où il s'enterre chaque jour un peu plus en refusant de le vendre, ce domaine. Donc, ces 2 otages victimes et otages de leurs héritages, ces 2 personnages-là se rencontrent, et là, à partir de cette rencontre, plusieurs thématiques, l'amour, la religion, la transmission, sont au centre de ce film, qui avait pour titre au départ « Face à toi ». Pourquoi ce changement de titre ? Je sais pas. Je sais un peu quand même. J'ai vécu longtemps avec Face à toi. Face à toi, c'était face à soi, face à l'autre, face à Dieu, ça avait beaucoup de sens. Oui. Mais peut-être aussi parce que par l'usure de l'avoir lu et entendu, et aussi parce que en relisant le passage du Deutéronome où il est écrit « Vois, j'ai placé face à toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie », je me suis dit, nous sommes dans une période de notre histoire, nous,
les terriens, qui nous imposent de choisir la vie. Parce que les tentations du mal sont si grandes que j'avais envie... Qu'il est urgent de la choisir. J'avais envie, voilà, de mettre sur l'autre fléau de la balance, la vie est comme une invective divine. Stéphane... Qu'on croit ou qu'on croit pas en Dieu. Oui, ça, je pense que ça dépasse cette simple question. Enfin, cette simple question, qui est une question qui est lourde de sens. Stéphane, est-ce que parfois, en tant qu'acteur, sur le tournage, il vous est pas arrivé, l'espace même de quelques secondes, d'avoir envie de prendre la place de vos comédiens, de dire, mais ça, je le joue, enfin, c'est pas une question de le jouer mieux, mais vous saviez exactement, vous, en tant que comédien, vous saviez mieux que personne, la musique des mots que vous aviez envie d'entendre. Mais j'avais absolument pas besoin de prendre leur place, parce que la musique des mots que je voulais entendre, il me la donnait à chaque instant. D'accord. Parce qu'en fait, je l'ai tellement porté à l'intérieur de moi que ce film, que quand il parlait, quand il se déplaçait, que c'était juste, c'était un peu comme si moi, je me déplaçais. Donc en fait, et surtout, ça m'a permis de mettre loin à distance ce rapport très nombriliste que les acteurs ont avec eux-mêmes, et qui devient, en plus d'être nombriliste, devient douloureux et un peu pathétique parfois quand on vieillit. Donc ça m'a fait un bien fou de laisser le porte-manteau loin de moi et de les regarder, et puis surtout d'ouvrir les yeux sur les autres. En fait, ce que j'ai appris dans cette aventure, et c'est ça qui est beau et que j'ai surtout pas envie d'arrêter, c'est que non seulement on n'est plus tourné vers soi, mais que l'histoire ne marche bien que si on est vraiment avec les autres, que si les autres sont ensemble avec eux-mêmes, que si tous les départements du film fonctionnent ensemble et comprennent que l'enjeu, il est le même pour tout le monde. Or, un gars qui pousse un chariot avec une lourde caméra dessus et qui gagne 3 balles n'a pas en réalité la même stimulation en principe et la même que l'acteur qui arrive 3 heures plus tard que lui et qui part avant lui. Et au fond, ce que moi j'ai trouvé merveilleux, en tout cas sur mon film, c'est que tout le monde a joué le même jeu avec la même envie. Ça a créé des partages entre des départements. Mais c'est parce que peut-être vous-même peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Avez donné ce tempo-là, quoi. Oui, parce que j'ai eu une envie, parce que j'ai choisi la vie moi aussi. Hein, donc j'ai choisi la vie et l'envie d'avoir envie, tout simplement. Stéphane, je voudrais qu'on... Non, je vous signale que c'était quand même un clin d'œil sur une des chansons que j'aurais pu prendre de Johnny. Justement, alors... alors là, vous m'avez tué. Hein. Je tiens à dire aux auditeurs que Frédéric Zetoun, donc que j'ai face à moi, qui est un garçon charmant, qui est un blouson dans un cuir d'une couleur que je n'avais encore jamais vue. On nous voit... Ah merde, en plus on nous voit. Si vous voulez l'adresse, je vous la donne. Oui, mais ça, il est beau, hein, mais je peux pas mettre ça. Ça, je n'y arriverai pas. Non, ça ne va pas. Déjà, ce que j'ai mis ce matin, je me suis rendu compte en me regardant là que ça n'a rien à voir. Vous êtes très beau, Stéphane, vous êtes très beau. Non, mais le truc, c'est que vous m'avez tué. Parce qu'en fait, non, mais si vous m'avez tué, enfin, vous m'avez tué, mettez 1000 guillemets. Mais parce qu'en fait, en réalité, je suis un homme. Alors, ce film, tiens, reparlons des choses. Ce film m'a aidé sur une chose. Ça a été une thérapie fantastique. C'est que j'ai appris à faire des choix. Parce que vous arrivez le matin, 6h du matin. Vous avez la décoratrice qui vient vous voir, qui dit: Stéphane, hier tu m'as demandé de faire le mur de l'entrée rouge. Viens voir. Et en fait, avec la lumière du matin, il est orange. Je dis: mais c'est pas la couleur d'hier. Il me dit: si. Mais pourquoi? Ah ben, il faut bien penser que le matin, c'est pas le soir, il y a la lumière qui arrive. Ah, mais j'aime pas cette couleur. Ok. Donc, comme je savais que je pouvais pas lui demander de changer de couleur tout le temps, à un moment, il faut faire des choix. Et ces choix. Ça. Au début, ça a été comme, enfin, j'étais en ligne directe avec mon psy du matin au soir. Et puis, à un moment, j'ai décidé de faire des économies. Vous en avez qu'un de psy? Vous en avez qu'un? Moi, je voyais bien avec une armée de psy. J'ai décidé de faire des économies. Mais non, mais en fait, ne croyez pas ça. J'ai commencé il y a très peu de temps et je crois que je vais arrêter assez vite. Ce film m'ayant rendu un grand service. Il va mourir, votre psy. Non, c'est un formidable film. Mais il a de la résistance, c'est mon banquier qui va mourir à force d'aller voir cet homme-là. Non, mais en fait, il faut comprendre que moi, j'ai fait des efforts sur moi-même fantastiques sur ce film, et vous me renvoyez à une chose qui est encore pire. Parce que sur un film, on a fait des choix, soi-même, donc on peut éventuellement les assumer. Mais là, vous me renvoyez vous me dites, choisissez 5 chansons que vous avez aimées dans votre vie. Mais non, ce n'est pas exhaustif. Ah ben non, c'est pas... J'en ai reçu 50, hein. Avec Astérix, sans Astérix, avec petit accent. Non, écoutez, je voudrais juste prendre nos auditeurs à témoin, avec toute la tendresse, toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour vous et pour votre travail. Mais vraiment, je crois que je n'ai jamais autant ri en préparant cette émission. Parce qu'en plus, j'ai choisi en fait, en repensant à ce que les gens vont entendre maintenant, il y en a au moins une ou deux qui sont pas les priorités de ma vie, mais qui, comme vous m'avez dit, ces 5 chansons de votre vie qui ne sont pas
automatiquement celles que vous aimez les plus. Non, Alors, j'ai choisi par... Mais je plaignais votre monteuse en recevant les chansons et en voyant... Mais non, en fait, finalement... Je me disais, mais ça doit être un enfer. Mais non, pas du tout. Ça n'a pas été un enfer du tout, parce qu'en fait, on a préparé le travail. En fait, le travail, il est préparé quand la monteuse a reçu les rushs. Elle avait déjà en tout cas, choix. Et le résultat, ça je tiens à le dire, le résultat est magnifique. Oui, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais j'avais déjà quand même filmé ce que je voulais qu'on voit. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que non seulement je l'ai pas épuisé, mais c'est presque elle qui m'a épuisé, parce que comme elle aimait le film, elle est rentrée dedans. Elle est rentrée dedans, et alors j'ai vu quelqu'un encore plus exigeant que moi, et c'est là que je me suis dit, faut que je fasse attention. Alors, je voudrais qu'on parle des acteurs principaux de ce film. Lou Delage, qui est absolument merveilleuse, Riccardo Scarmaccio, qui est une vedette en Italie. Alors pour le grand public, si vous avez vu le film d'Alida, le film de Lisa Azuelos, c'était lui qui jouait le rôle d'Orlando, le frère de Dalida, oui. Dans ce film. Il y a Pierre-Henri Salfati, il y a une toute jeune actrice dont on reparlera tout à l'heure, qui s'appelle Liv Delestal. On se demande pourquoi on va en parler. D'ailleurs, on va d'abord en parler parce qu'elle chante très bien et qu'elle a beaucoup de talent, mais vous verrez, ce n'est pas tout. Et puis moi, je voudrais une petite mention spéciale dans ce film. Bien sûr, puisque notre émission s'appelle Les chansons de ma vie, donc on va vite en arriver aux musiques et aux chansons. Il y a bien sûr Lucio Dalla qui est présent dans votre film, et puis la musique est signée d'un certain Giovanni Mirabassi, qui, à mon sens, est aujourd'hui, en matière de jazz, le meilleur, le plus grand improvisateur que l'on ait. J'ai eu l'occasion de le voir jouer souvent, de chanter avec lui. Il m'accompagnait avec Marc Berthoumieux, qui est un excellent accordéoniste. Et le génie de ce mec-là, en impro, et pas qu'en impro, puisque là, dans votre film, il est compositeur, cette bande originale... Elle est vraiment chouette. Elle est chouette. Il a bien travaillé. On a trouvé. Là aussi, c'est un travail d'échange. Il avait pas encore d'image, que je lui ai donc raconté le film. Je lui ai planté le décor et je lui ai aussi donné des références de choses que j'aimais. Il est allé assez spontanément vers le thème que j'aime beaucoup, oui. Parce qu'en fait, des musiciens de film qui connaissent l'Italie, du genre Nicola Piovani ou des gens comme ça, que j'adore. Hein. Je voulais trouver quelque chose qui soit décalé du film, et il se trouve que ce côté un peu juif de ces paysans géorgiens que j'ai mis, qui ont un côté presque klezmer dans leur côté nomade et dans l'espèce de vie qui se dégage d'eux, eh bien chez Giovanni Mirabassi, dans son clavier, il y a un truc. Il y a ça. Il y a un truc quand même dans son âme, de la route. Dans son âme. Ouais, de la route, du chemin. Alors, et Giovanni, bon, il connaît aussi la chanson. Il a composé, accompagné Agnès Bill ou Sarah Langman. Et ça nous amène directement à notre transition. Vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille une cinquantaine de types de chansons sur laquelle... Après, non, une cinquantaine, vous exagérez. Une centaine. Les accords de Camp David, pour arriver à trouver les 5 chansons de Stéphane, je vous assure, les accords de Camp David, c'est rien. Je vous assure. Bon, moi, je mets mon manteau et je m'en vais. Absolument. L'émission s'arrête sans moi. C'est un dimanche, je me suis levé tôt. Franchement, me faire agresser par un type qui a un blouson couleur betterave écrasée, c'est pas possible. Agresser, sûrement pas. Non, alors là, je vais finir l'émission en yiddish et c'est terminé. Voilà, chiche. Stéphane, donc, vous nous avez soufflé à l'oreille 5 chansons qui ont spécialement marqué votre vie. Bien évidemment, ce choix n'est pas exhaustif, et nous allons, au fil de cette promenade musicale, essayer de faire un petit peu mieux connaissance avec vous. Votre premier choix, alors on est en 1969, vous avez 9 ans, c'est Les Champs-Élysées de Joe Dassin. Une chanson donc sortie, qui était une phase B au départ, phase B du Chemin de Papa, ce 3e album studio de Joe Dassin. Elle est sortie exactement le 15 août 69, adaptation signée d'un certain Pierre Delanoë, un des plus grands auteurs du XXe siècle de chansons, un des plus grands paroliers. Et la chanson au départ s'appelle Waterloo Road. Elle était chantée par le groupe Jadson Christ. Jadson Christ et Waterloo Road, ils n'ont jamais fait carrière. Par contre, Les Champs-Élysées, chantée par Joe Dassin, non seulement c'est une immense carrière en France, et elle a été utilisée par l'ambassade de France au Japon pour promouvoir Paris au pays du soleil levant. Pourquoi ce titre, il évoque quoi pour vous ? D'ailleurs, vous parlez de la face B, mais la face A, donc, qu'il est long, qu'il est loin, qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. À quand Stéphane Fraisse, chanteur ? Mais
Ben, on en parlera. Mais en attendant, j'aime beaucoup les paroles de cette chanson qui, au fond, se collerait presque mieux à mon film si Oui. on allait dans cette direction-là. Non, pourquoi ? Je vous disais en début d'émission, hors antenne, que c'est pas la musique que j'aurais gardée. Mais je vous l'avais lancée, vous l'avez attrapée, c'est très bien. Elle correspond pas à une chanson que j'aime d'un point de vue musical, mais elle fait remonter à ma surface tellement de petites madeleines de Proust. Vous voyez, je nage à la surface d'une eau. J'ai entre 6 et 12-13 ans. Oui. Et toutes mes petites madeleines, c'est des bulles de yiddish parlées par mes grands-parents, des moments en Belgique, puisque eux avaient émigré là-bas, sur les routes, dans la voiture qui sentait le cuir astiqué de mon grand-père en allant vers Knokke-le-Zout. Ça me fait remonter des émotions d'une enfance qui reviendra, alors pour le coup jamais plus, non seulement parce qu'évidemment eux ont disparu, mais parce que cette histoire-là ne reviendra plus, l'histoire de cette génération. Et très paradoxalement, cette chanson qui n'a rien à voir avec ces juifs de diaspora, que lui écoutait, alors pardon, je devrais commencer par là, il avait dans sa Chrysler un 8 pistes, vous savez, les trucs comme le 8 pistes, fantastique. Des espèces d'énormes cassettes. C'est génial, génial. Ça. Et une espèce de grosse cartouche. Une cartouche énorme. Je sais pas pourquoi elle était si grosse, probablement la qualité. Sûrement, la bande passante devait être... La bande était grosse. Mais surtout, voilà, mon grand-père, on traversait Bruxelles et on allait vers la côte et on entendait Aznavour, on entendait Fugain et on entendait Dassin, par exemple, ou Barbara. C'est pour ça que je vous avais mis aussi Barbara. Nous l'avons. Que j'adore. Nous l'avons. Cette chanson. Mais Jodassin, et du coup, cette route qui allait vers Knokke, et qui est long, le chemin de papa. Oui, mais non, mais qui était aussi donc les Champs-Élysées. C'était en fait ma remontée de mes Champs-Élysées à moi. C'était le même 45 tours, face à face B. Alors à l'époque, vous avez 9 ans. Vos parents vivent encore ensemble à l'époque, puisque je crois que vos parents divorcent lorsque vous avez 12 ans. Et c'est votre papa qui aura votre garde. C'était rare à l'époque que le papa ait la garde. Il n'a pas la garde tout de suite. Je passe 2 ans avec ma mère. Ma mère passe un moment de sa vie compliqué, on va dire. Mon père, d'abord, décide de nous mettre en pension. Honnêtement, si je dois revenir en arrière sur cette période, je suis pas sûr que... C'est pas la plus heureuse. Non, je la revivrai pas du tout, même, je peux dire. Donc, et après la pension, il me reprend chez lui. Mon frère reste chez ma mère. Enfin bref, tout ça n'a aucune importance. Sinon que je vois naître le retour au judaïsme intense, total de ma mère, d'abord un peu à distance. Votre maman, à qui vous dédiez ce film ? Votre maman qui n'est plus, et à qui vous dédiez ce film ? Elle est disparue pendant le montage de ce film, et je le regrette follement, parce que c'est vrai que ce film aussi aurait permis de retendre un C'était une main tendue. Oui, c'est une main tendue. C'est une main tendue parce qu'on n'arrivait plus vraiment à se parler, parce que ce qui donnait sens à ma vie et ce qui donnait sens à la sienne avait en intersection presque rien, quoi. Et je me disais qu'en mettant entre nous ce film... C'était l'acte de réconciliation. Non, il n'y avait pas à se réconcilier. Non. Justement. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de hache de guerre à déterrer. Il y avait juste l'envie de trouver un espace un peu plus large, un peu plus grand, de pouvoir échanger. Et c'est cet échange. Moi, pourquoi je suis heureux d'avoir fait ce film? Et pourquoi depuis 3 mois je sillonne les routes de France et même du monde, parce que j'ai fait tous les pays? Parce que je rencontre des gens et pour qui le film est un effet miroir si fort, je les renvoie tellement à leur propre histoire, c'est-à-dire aux choix qu'ils ont faits et aux choix qu'ils n'ont pas faits. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est une séance fantastique et parfois drôle d'analyse, les débats après mon film. J'en ai encore à venir là dans les jours qui viennent. C'est toujours quelque chose qui me renvoie et qui me fait comprendre aussi un peu plus pourquoi. Vous savez, j'ai fait un film et il y a pas longtemps dans une salle, on m'a dit non mais vous avez compris. Mais j'ai compris quoi? J'ai juste ouvert une porte. Il y a un très joli proverbe italien qui dit si chiude una porta, si apre un portone. Si une porte se ferme, une autre plus grande s'ouvre. Derrière. Donc il faut fermer celle-là. Celle-là, je l'ai fermée, mais je ne fais qu'ouvrir, entrebâiller la suivante. Et là, je vois... Et poser une nouvelle question, ce qui est extrêmement juif. Et poser... En fait, poser une nouvelle question pour juste légèrement passer sur celle qui a été posée avant, sans surtout trouver de... Je cherche pas à trouver, je cherche à chercher. Ça, c'est extrêmement talmudique. Oui. En parlant de choix, Stéphane, à quel moment
vous avez su que votre choix de vie serait de faire l'artiste? À quel moment vous l'avez senti, ça? Quand dans une rencontre que j'ai faite quand j'avais 17-18 ans, je repassais mon bac, j'ai rencontré, mon père était chirurgien dentiste et maxillofacial, et je l'ai rencontré dans son cabinet, deux jeunes acteurs qui m'ont envoyé au cours Florent. Ce qui est très drôle, et c'est d'ailleurs il y a un peu ça dans le film, quand Lou, le personnage de Lou, dit mon bus s'est arrêté devant un cinéma, je suis descendu, et là, changement de ma vie, je vous raconte pas plus. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Ces deux acteurs, moi j'étais au cours Massillon, sur les quais des Célestins, et en face il y avait le cours Florent qui était encore assez naissant, hein. Et il m'avait dit, les gens sortent, nous on sort de là, pourquoi tu vas pas jeter un œil? Mais je savais même pas ce que ça voulait dire. Je n'étais jamais rentré dans un théâtre, j'avais 17 ou 18 ans, je savais pas rien. Et donc je voyais, à partir du moment où ils m'en ont parlé, ce cours de l'autre côté qui était sur l'île Saint-Louis, je le voyais, je marchais, je le voyais, puis je voyais devant les portes cochères de l'entrée, la porte cochère, je voyais des gens qui se bagarraient, ou qui s'embrassaient, ou qui criaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette vie? C'était quoi? J'étais émerveillé, je me disais... Et puis j'étais extrêmement timide, extrêmement pudique, et donc je n'osais pas traverser. Puis un jour, le bus n'est pas venu. J'ai avancé à pied, et puis du coup j'ai traversé. Et vous êtes rentré. Voilà, un bus qui a eu un peu de retard a changé ma vie. Je suis rentré à ce moment-là. Ça a été l'évidence, surtout je suis arrivé sur scène tellement troublé par l'émotion d'être là dans le noir avec des jeunes que je connaissais pas, que j'ai oublié mon prénom. Donc tout le monde s'est dit, il est trop fort, alors que moi j'étais juste tétanisé. Un sentiment de honte absolue. Et là tout le monde a voulu jouer de la comédie avec moi. Je sais même pas ce que ça voulait dire jouer de la comédie. Enfin, c'était la naissance, vous voyez. Je sortais. Mais vous avez tout de suite sorti ce virus. Vous savez quoi, Frédéric? Dites-moi. Je sortais un peu comme le personnage d'Esther dans mon film. Je sortais un peu d'un monde qui avait finalement tout phagocyté. Et je m'ouvrais au monde. Voilà. C'était une naissance. Une renaissance. Peut-être même une naissance. Est-ce qu'il vous était arrivé à l'époque, pour en revenir à ces Champs-Élysées? La naissance, je pense que la naissance, on la décide, pour moi. On en a plusieurs dans une vie. Oui, peut-être. Mais il y a celle qu'on nous donne et il y a celle qu'on se fait. D'accord. Voilà, on peut faire ça comme ça. Est-ce qu'il vous était arrivé à l'époque, ou un petit peu plus tard, lorsque vous étiez en cours, lorsque vous étiez jeune comédien, justement sur les Champs-Élysées, de rêver devant des colonnes Maurice lumineuses? Ça vous est arrivé en disant, peut-être que mon nom sera un jour là? Oh non. Jamais? Non, jamais. Ce rêve-là, vous le... Non, jamais. C'est marrant parce que j'ai, comme tout artiste, une part très égocentrée, très inquiète, même qui s'est finalement assez calmée avec le temps, et narcissique aussi. Mais en réalité, j'ai jamais été très, très ambitieux de ce côté-là. La vie m'a gâté, m'a permis de rencontrer des gens, et donc être un peu récompensé, mais surtout les rencontres avec les gens. Mais mais ça, c'est votre talent, Stéphane, c'est pas... J'ai pas cherché. Non, mais vous voyez, cet opportunisme que certains ont, et qui font qu'avec du talent en plus, probablement, on passe pas par les mêmes couloirs. Ça m'a pas manqué, et je l'avais pas en moi, ça. Non, je regardais parfois émerveiller des choses, mais je me projetais pas. Vous voyez, c'était pas Walter Mitty. D'accord. Voilà. Encore que, c'est peut-être un des films qui m'a le plus marqué. Remarquez, maintenant, il faut que je me pose la question, est-ce que j'étais pas un peu Walter Mitty? Une nouvelle question. En attendant de trouver la réponse, moi je vous propose de retourner faire un petit tour sur les Champs-Élysées avec Jodassin. On y va. Jodassin, les Champs-Élysées, le choix de Stéphane Fraisse, l'un des choix de Stéphane Fraisse, dans les chansons de ma vie sur Radio J. Stéphane, sans faire de la psy à 2,50 €, je ne peux m'empêcher... 2,50 €, on peut déjà avoir un billet de loto et gagner une fortune. C'est vrai, mais ça ne paye pas une séance de psy, à moins qu'il soit vraiment extrêmement low cost. Il est low cost. Il est low cost. Je peux pas m'empêcher, moi, de faire un lien et de trouver des correspondances entre Jodassin et vous. Pendant longtemps, Jodassin a donné l'image d'un séducteur, jeune premier d'une variété française insouciante, et en fait, il n'en était rien du tout. Quand on interroge les gens qui ont travaillé avec lui, c'était un universitaire brillant, il avait un doctorat d'ethnologie, tourmenté. Pierre Delanoë, son parolier, l'avait surnommé le chanteur attachant. Avec beaucoup de... C'est marrant, alors. avec beaucoup de tendresse. Ah oui, parce on me l'a déjà dit aussi. Quelqu'un de beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. J'ai l'impression que ça vous correspond un peu, ça. Oui, c'est ça, mais c'est peut-être pour ça. Peut-être que j'y ai vu mon double plus âgé. Une espèce de miroir. Plus âgé. Je l'ai croisé une fois. Au golfe de Deauville. Oui. Mon père avait une maison là-bas, pas loin, et une fois je l'avais retrouvé. On avait déjeuné dans ce golfe.
Rodolphe, et il était là, et j'étais très admiratif, parce que je trouvais qu'il avait, avec son strabisme et sa gueule, il avait quelque chose d'extrêmement assez fascinant. Je trouvais que c'était et assez inquiétant aussi. Oui, quand on... et peut-être, oui, dans fascinant, il y a un peu de tout ça. Hein. Effectivement, ouais. effectivement. Ouais. Et quand on regarde même... En tout cas, pas lisse du tout, et pas sur... pas du tout l'image qu'il est... Et pas du tout, les chansons qu'il chante, en fait. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression, vous, à 62 printemps, Stéphane, l'impression que le public vous connaît vraiment pour qui vous êtes ? Et est-ce que ce film n'a pas justement une façon de mieux vous faire connaître ? En tout cas, c'est pas ce que j'ai cherché à faire, mais probablement que oui, ça va beaucoup aider à me faire connaître autrement. Parce que dans ce métier, le premier pli qu'on met, le premier pli qu'on fait avec le premier film qu'on fait, est un pli qui est souvent déterminant et qu'on a du mal à casser. Oui. Et si j'avais commencé avec un film comme Les Nuits Fauves, par exemple, il est évident que j'aurais intégré tout un univers, un monde plus underground, plus complexe, plus douloureux, plus attaché à ce que la société de l'époque racontait et criait même dans cette inquiétude de la mort, et puis ensuite de tous les films plus sociaux. Non, j'ai pas accroché ce train-là parce qu'il se trouve que j'avais une tête de jeune premier et que les metteurs en scène de la Old Generation, c'est-à-dire De Broca, Molinaro, Doré. Ils ont donc employé pour ça. Boisset. Oui, ils m'ont employé. Et j'ai été le Granier de Fer. J'ai été l'égérie de tous ces metteurs en scène. C'est pas mal quand même. Non, mais c'était pas mal du tout. C'est pour ça que je m'en suis pas débattu. Mais en même temps, ça m'a pas fait prendre probablement un train que j'aurais pu prendre. Mais là où je me dis que c'est ainsi, c'est que j'aurais peut-être pu faire le choix d'autre chose et je l'ai pas fait. Donc ça sert à rien d'avoir des regrets. J'ai pas de regrets. Vous avez choisi la vie telle qu'elle s'offrait à vous à ce moment-là. Et ils éclairaient la partie qui était lumineuse de moi. Ils m'ont peut-être laissé le temps de faire monter à la surface l'autre qui était complexe, qui était confuse. Très confuse, et qui n'était pas... Et qui est très profonde aussi. Qui était profondément confuse, en tout cas, et qui était vous êtes dur avec vous. Ouais, je suis très souvent dur avec moi. Et je suis un peu plus indulgent depuis que j'ai fait ce film, parce que ça m'a coûté beaucoup, et je pense d'ailleurs que pour que les choses arrivent à la surface, elles doivent coûter, mais ça m'a en même temps permis d'enfin mettre des mots, et d'enfin accepter ce que j'aurais peut-être dû faire beaucoup plus tôt, c'est-à-dire me libérer d'un certain poids, d'une certaine transmission qui n'était pas automatiquement faite pour moi. De remettre des mots sur le silence d'une génération, celle d'avant moi, qui s'est tue parce qu'il y a eu ce qu'on sait. Vos parents étaient 2 enfants cachés. Voilà. Vos parents se sont mariés, ils ont divorcé très vite. Vous étiez écartelé entre un papa qui... alors vraiment rejeter toute forme de religion, et une maman qui, au fil du temps, est devenue de plus en plus religieuse jusqu'à devenir orthodoxe. Non, pas au fil du temps, ça a été extrêmement soudain. Extrêmement soudain, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans, elle a rencontré un mouvement Rabad, et alors là, ça a été... Elle est partie vivre en Israël. Non, pas tout de suite. Elle est partie vivre peut-être une dizaine d'années plus tard, mais les 8 ans ou 10 ans qu'elle a été à Paris dans la mouvance de ce groupe, ça a été 100% totalement Lubavitch. Donc, en fait, moi qui n'avais aucune tradition, aucun héritage de ce côté-là, aucun rituel, je faisais jamais les fêtes. Voilà. Et vous dites même à 12 ans, si on m'avait demandé si j'étais juif, j'aurais été même incapable de répondre. Ouais, je pense que j'exagère à peine la chose. On n'en parlait pas, donc je savais pas. Je me disais quand même que mes grands-parents, quand ils parlaient le suédois à Bruxelles, ils avaient un accent particulier pour parler le suédois. Voilà. Je savais pas ce que ça voulait dire, le yiddish. Je comprenais pas l'histoire que ces gens trimballent derrière. Et aujourd'hui, vous en êtes où, vous, par rapport à ça, par rapport à la spiritualité, par rapport à Dieu, par rapport à... Alors là, c'est une très longue et très profonde question. J'ai une foi qui ne se... Quand on voit ce film, on ne peut pas douter du fait que vous ayez la foi. Non, mais c'est pas là. Alors, elle est là sur la pellicule. Oui, j'ai la foi. J'ai la foi déjà dans l'homme, j'ai la foi dans la vie. Oui. Mais je veux dire que je me sens assez agnostique en réalité. C'est-à-dire que je ne nie pas qu'il y a quelque chose qui est supérieur à nous. Et au contraire, j'ai la foi dans ce
supérieur que je mettrais entre guillemets, mais et qui est autant dans l'homme, dans vos regards, dans les yeux que vous me donnez à voir là tout de suite, que dans la lumière qui baigne le film que j'ai choisi de faire, mais je me sers du texte biblique comme un tremplin pour y lire ce que moi je veux y lire et ne pas être soumis à une lecture dans laquelle je me sens très souvent étouffé, comme le personnage d'Esther. Vous ouvrez des choix, encore une fois. Oui, alors comme je suis pas exégète, j'en ouvre peu, ou j'écoute ceux qui les ouvrent très bien pour moi, mais j'éveille ma curiosité à quelque chose qui est tout le temps renouvelé, et c'est donc la différence que j'ai eue très rapidement avec ma mère, dont le code de la route, je dirais, était extrêmement strict. Était strict et réglé. Et pour moi, la vie est à chaque instant une remise en question, une interprétation, une curiosité. Et ce texte-là, s'il est vivant, c'est parce qu'il a justement été tout le temps discuté. Et remis en cause, bien sûr. Stéphane, on va continuer notre balade en chanson et on va partir en Israël avec l'un des plus grands chanteurs israéliens, des plus grands auteurs-compositeurs israéliens. C'est Idan Rachel, dès 2002 et son premier album, Idan Rachel Project. On peut dire sans exagérer que cet artiste a fait souffler un vent nouveau sur la variété israélienne. Et de lui, vous avez choisi une chanson, et précisément, qui s'appelle Kotsim. Kotsim en hébreu, c'est les épines, de la rose, il ne garde que les épines. Oui. Et dans cette ou du chanson, cédra, pour en revenir à mon film. il a beaucoup travaillé, notamment avec une artiste magnifique d'origine éthiopienne, Ekabra Ekazé, qu'on a eu le bonheur de découvrir en France il y a une petite dizaine d'années, lors d'une première partie à l'Olympia du spectacle de Enrico Macias. Et c'est vraiment quelqu'un qui a amené le métissage dans la musique israélienne. Qu'est-ce qui vous touche chez lui et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson en particulier? Je le connaissais, je l'ai rencontré grâce à la femme avec qui je vis aujourd'hui, qui avait un goût très fort pour sa musique. Oui. Et j'ai été tout de suite interpellé parce que je comprends pas. J'ai fait un Ulban d'hébreu il y a très longtemps. J'attrape des choses comme ça, mais je pourrais pas comprendre vraiment le sens. Et puis là, il y a une grande poésie dans cette chanson. Et la mélodie est magnifique. Mais il y a quelque chose, je sais pas, dans le grain de sa voix, dans sa manière de chanter, dans ce qui dégage lui, puisque je l'ai vu, qui m'émeut. Et quand j'ai su aussi un peu des paroles, et il y a une forme, parce que je suis pas un nostalgique, et pourtant il y a quelque chose là-dedans qui me fait pleurer. Je crois que j'aime ça, en fait. Soigner le mal par le mal, quoi. Oui, je crois que j'aime assez pleurer, en fait. Je pleure très facilement, mais pour un bien comme pour un mal. Vous m'annoncez que l'équipe que je soutiens a gagné, je peux pleurer. D'accord. Bon, là, on va peut-être pas pleurer, mais on va l'écouter. Kotzim, Idan Rachel. Kotzim, les épines, en hébreu. Kotzim, c'est Rachel, c'est aussi l'Israël. Donc, en fait, j'avais envie, dans votre émission, de me trouver de faire un petit tour en Israël. De faire un détour qui est une sortie de route, mais qui est encore la route. Vous y allez souvent, en Israël? J'y allais évidemment un peu plus quand maman était là. Là maintenant, alors c'est important, c'est une bonne question en fait, parce que je me rends compte que j'ai vu pendant 35 ans ou plus Israël de manière un peu particulière, un peu orientée, influencée par sa présence à elle là-bas, et puis une présence pas anodine, puisque dans un village ultra-orthodoxe. Donc il y avait quelque chose qui était pesant, qui marquait en tout cas, qui marquait ma venue, et qui m'empêchait peut-être de vivre le reste du pays totalement librement. Librement, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, elle était là, ça planait. Maintenant que j'ai pas fait beaucoup l'expérience depuis, j'ai été présenter mon film, c'était d'ailleurs particulier. À la cinémathèque de Jérusalem. Ouais, ça a été un grand moment, ça. Ouais, très paradoxalement, ça n'a pas été le plus grand moment de ma tournée. Parce que d'abord, c'était Jérusalem, et évidemment, vous savez, quand je présente le film, même en France, il y a un côté exotique dans ces gens, et dans cet empêchement, s'arracher à cet empêchement qui est le sien pour elle, Esther, le monde du ciel, la religion et le monde sa de la pesanteur, terre. voilà. Mais ce monde-là, par exemple, dans les pays où il n'y avait pas plus que ça de juifs dans la salle, il y avait un côté, il y avait une spécificité, mais très vite, il y avait l'universalité qui était comment faire sien
son héritage, comment se libérer et s'émanciper d'une chose, voilà. Et qu'on nous a imposé. Voilà. Et en Israël, c'était différent parce que le principe des sortants, c'est un peu comme si on parlait du problème des banlieues chez nous, quoi. Donc en fait, ils n'étaient pas plus surpris que ça et ça n'a pas eu le même impact sur eux, même si je crois que le film l'aura plu, mais voilà. Symboliquement, ça aurait été très fort, en fait, si ma mère avait pu partager ce moment avec là aussi. Mais j'en parle souvent comme si j'avais eu une relation extrêmement, je veux dire, proche et tendue. En fait, on était proches parce qu'on s'aimait, oui. Mais pas tant que ça parce qu'on était séparés. C'est cette séparation que je dénonce, moi, par ce film. Cette séparation qui était due à quelque chose qui, normalement, devrait rassembler. L'amour de Dieu et la pratique de Dieu, normalement, est là pour fédérer. C'est l'étymologie même du mot religion. Donc, en fait, oui, le principe, c'est effectivement de fédérer. De rassembler et d'échanger. Non, c'était compliqué, voilà. Pendant que nous écoutons quelques très jolies mesures de Nino Rota, c'était important pour vous que ce film se passe dans les Pouilles, en Italie? Alors, Nino Rota, moi je vais en parler beaucoup plus parce que c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. En fait, Nino Rota, pour moi, c'est le plus grand musicien. Je dirais presque dans l'absolu. Vous voyez, je suis très excessif. D'accord. Avant Mozart, avant Beethoven? Je veux pas dire le plus parce qu'en fait, oui, je suis nul dans les superlatifs. C'est quelqu'un qui vous touche profondément. J'ai mis 15 jours pour faire le questionnaire de Proust et j'ai tué un journaliste d'une Nouvel Observateur qui, s'il m'entend, se reconnaîtra tellement ce que vous avez vécu avec moi est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, c'est un apéritif, d'accord. C'est même pas un apéritif, c'est un mini tapas. Et camarade du Nouvel Observateur, on t'embrasse. Voilà. Non, je l'ai enterré il y a pas longtemps. D'accord, on t'embrasse plus. Et il l'avait mis sur sa pierre tombale, je vais enfin pouvoir dormir. Fraisse n'est pas là. Nino Rota, alors. Nino Rota, c'est la mélodie d'abord. C'est une variété instrumentale extraordinaire. C'est l'âme aussi. Il y a une âme dans sa musique. L'âme vient de l'audace de faire fonctionner ensemble des instruments qui sont probablement pas, qui n'ont pas été convoqués pour être ensemble dans cette assemblée. C'est faire rentrer, c'est Élie. C'est la table où on laisse l'assiette pour Élie. Vous voyez, c'est ça. C'est l'instrument qui ne devait pas venir, mais lui, il vient. Lui, il s'invite dans la musique. J'ai fait le choix de l'Italie. Oui, mais j'ai fait le choix de l'Italie par la terre, j'ai fait le choix de l'Italie par la langue, j'ai amené Giovanni avec. Voilà, les cases se remplissent. C'est pas parce on met pas toujours sur la table les plats qu'on aime manger, parce que sinon on s'en écœurerait au bout d'un moment. J'ai écrit avec Nino Rota pendant presque tout le film, comme j'ai écrit avec... Vous avez écrit en musique, le scénar s'est écrit en musique. Très souvent, j'écoutais Otto Metz, ce qu'on entend, je crois, en ce moment. Oui. Les Note di Cabiria, Amarcord, le Chèque Blanc. Enfin, j'écoutais ces musiques-là parce que... je voyageais, c'était un voyage. De la même manière que j'ai mis la musique de ce Géorgien Nias Diassamid, c'est dans mon film, qui est une invitation au voyage. Et Lucio Dalla, voilà. Dès que ça peut m'inviter au voyage, ben je prends le train. Et votre plume devient plus alerte lorsque la musique est là. Il y a des gens, je vous pose la question, parce qu'il y a des gens qui sont incapables d'écrire avec de la musique. Ah non, mais j'écrivais aussi en silence. Vous devez écrire dans le silence le plus total. Ah non, mais j'écrivais aussi en silence, mais par moment. Vous aviez besoin de ça. C'était mon verre de vin blanc, mon voyage, c'était mon invitation au voyage et donc en fait, il m'a tellement pris par la main qu'à un moment, à l'entrée du film, il m'a dit maintenant vas-y. Voilà. Laisse-moi là. Prends l'Italie que t'as choisie, prends les acteurs que t'as choisis qui sont italiens, prends ce soleil, cette folie italienne qui est dans ton film. Prends cette lumière qui est magnifique dans votre film. Et maintenant, prends des Géorgiens parce que t'aimes ça. Et maintenant... et prends Giovanni Mirabassi. Et fais chanter un Géorgien et fais chanter... Voilà. Et c'est pas grave parce que je suis là derrière toi. D'accord. Il a vraiment été sur votre épaule tout le temps. Ah ouais. Ouais, pour moi, il est fondamental. C'est quand même pas rien s'il a fait tous les films de Fellini, quoi. C'est pas rien du tout. Non, mais Fellini, c'est-à-dire que, ben voilà, je prends un seul cinéaste, je prends Fellini. On va poursuivre notre balade en chanson. Alors, quelqu'un
J'allais dire que vous m'avez fait découvrir, en préparant cette émission, c'est pas vrai. Parce que quand je me suis un petit peu penché sur le cas de cette très jolie demoiselle, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, je l'avais vue dans un télécrochet, pour ne pas le citer, The Voice, où elle avait fait partie de l'équipe de Zazie, si je ne m'abuse, et j'avais complètement flashé sur la voix de cette jeune fille. Elle s'appelle Liv Dallestal, et c'est votre fille, Stéphane. Oui, et c'est ma fille. Et elle joue dans votre film aussi. Alors, elle fait une petite chose dans le film, elle devait faire un rôle un peu plus grand, elle devait faire la jeune fille qui est la sœur de Lou, et comme elle sortait son album en septembre, elle craignait que la promo lui prenne trop de temps. Donc son album s'appelle Ma vie en vrac. Ma vie en vrac. C'est compliqué de parler de sa fille comme ça en public, en direct, mais je vous dirais que d'abord, c'est un personnage que je trouve extrêmement émouvant. C'est votre fille aînée, je précise. C'est ma fille aînée. Et son vrai prénom, c'est Camille. Oui, mais on s'en fiche, oui, puisqu'elle est devenue Lille. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, à un moment, il y a une naissance. Moi, je la respecte. Moi, je l'appelle encore comme je peux l'appeler. Oui. Et ça n'intéresse personne d'ailleurs. Mais pour le public, c'est Liv. C'est Liv. Elle a choisi. Elle est née au public Liv, et je comprends très bien. Très bien. On décide à un moment, d'une certaine manière, d'une certaine naissance. Et donc, elle a traversé des moments compliqués aussi dans sa vie, parce que toutes les vies sont compliquées, et de ça, elle en a tiré quelque chose de complexe, d'extrêmement puissant, d'une espèce de montagne russe qui est à l'image d'elle, chavirante et chavirée, inquiète et bouleversante quand elle va bien, et cette espèce de feu d'artifice qu'elle me fait vivre et qu'elle fait vivre à ceux qui entendent sa voix et qui la connaissent, c'est merveilleux. En tout cas, et son inquiétude, et cette inquiétude dont vous parlez, et ces pleins et ces déliés qui font toutes les vies, bravo, c'est ça. Elle en a fait, elle, quelque chose de profondément artistique et de profondément joli, que je vous propose d'écouter tout de suite. Ça s'appelle Toutes les eaux du monde. On l'écoute. Liv Dallestal, Toutes les eaux du monde. Stéphane, elle en a fait d'autres très belles aussi, comme Forte, par exemple. Son EP est extrêmement joli, et j'invite vraiment les auditeurs de Radio J à aller découvrir cet artiste, Liv Dallestal. Elle écrit les paroles, et ses paroles sont pleines de poésie. Ouais, et ça se vit comment quand votre fille aînée rentre un soir et vous dit « Papa, moi j'ai envie de faire comédienne et chanteuse ». Et quand on connaît l'incertitude de ce métier, quand même. Ouais, ça s'est pas exactement passé comme ça, parce qu'en fait, la chanson est arrivée à un moment où elle était un peu plus fragilisée par la vie, et a été comme une réponse vitale à tant d'impasses dans laquelle elle s'était retrouvée. Et sa mère, comme moi, on a été très surpris d'entendre cette voix, de découvrir cette voix. On la connaissait pas, cette voix-là. Elle chantait peu à la maison avant. On n'avait pas, c'était pas quelqu'un qui chantait du soir au matin depuis son enfance, vous voyez. Donc, on a découvert en fait qu'il y avait quelque chose en elle qui jaillissait. Et elle est allée très loin, puisqu'elle est allée ce qu'on appelle la finale, enfin le cadre final de Voice. Oui, tout à fait. Et on a suivi ça, et tout d'un coup, c'était merveilleux pour moi aussi de déplacer le centre d'intérêt que j'étais dans cette famille-là. La lumière la caméra avait changé d'angle. Avait changé d'angle, c'était un bonheur. Et maintenant, elle devient aussi actrice, parce que elle en a d'abord les moyens, elle a beaucoup de talent. Mais en fait, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si je voulais chanter. Je pense que si je commence à chanter, ce sera avec elle. Très bien. Et ce sera elle qui vous écrira vos chansons. Ouais, elle vous connaît mieux que personne. Peut-être qu'on en écrira une pour la chanter ensemble, je sais pas. Écoutez, je lui tends la main si elle m'entend. Vous nous promettez de nous faire la primeur de ça. Avec joie, ce serait merveilleux pour moi aussi. Stéphane, quel type de papa vous êtes ? Parce que quand on parle de l'éducation et de votre rôle de papa, il y a une chanson qui vient tout de suite, c'est La Roi Madureira de Nino Ferrer. Ouais, La Roi Madureira, c'est la chanson que... Alors c'est là aussi, elle est pleine de nostalgie, un peu comme Kotsim, parce que c'est l'histoire d'un homme qui a aimé et qui n'a pas eu le temps de vraiment complètement aimer, parce qu'il raccompagne cet amour naissant à un avion qui va s'écraser. Elle est épouvantable, cette chanson. Ouais, Quand on l'écoute jusqu'à la fin, elle est épouvantable, parce que et tout ça était sur un petit ton brésilien, de ton brésilien. Et quand on écoute et quand on chope, voilà. Mais c'est ça. Vous voyez, il y a un autre. Alors, voilà, j'ai envie de dire plein de choses sur cette chanson, parce que d'abord, il faut savoir que elle est liée à l'éducation de vos enfants. Beaucoup. Cette chanson. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai eu un film qui m'a marqué, que les gens qui me connaissent bien vont sourire en m'entendant, qui est
un film géorgien d'un monsieur qui s'appelle Otar Yossiliani, et le film s'appelle « Il était une fois un merle chanteur », qui est déjà un titre merveilleux, et qui est l'histoire d'un homme comme ça, dont on pense que tout va bien, enfin, pour lui, tout ne va pas bien. Mais nous, spectateurs, on se dit, mais j'aimerais tant lui ressembler. Lui n'aimerait pas, ne tient pas, aimerait pouvoir être cet autre qui est ce bijoutier qui remet en route les montres, ce chirurgien qui remet en route les cœurs, et lui, les grosses caisses à l'Orchestre Philharmonique de Tbilissi, il trouve que tout ça n'est pas grand-chose. Mais on est tellement attaché à lui qu'il nous emmène toujours vers la vie et vers le sourire jusqu'au moment où il va se faire écraser par un bus à la fin du film. C'est un peu comme la chanson de Nino Ferrer. On se dit, il y a quand même quelque chose de nostalgique, mais elle est porteuse d'espoir, cette chanson. En même temps, oui, il y a la tonalité brésilienne qui quand même nous caresse un peu, et puis pam, l'avion s'écrase, lui se fait écraser. J'ai toujours, oui, j'ai même écrit sur ce film, comme au fond, j'ai dû certainement réfléchir à la chanson de Nino, parce qu'il y avait quelque chose. D'abord, il y a la fatalité de la vie. C'est-à-dire qui vient vous cueillir à un moment et on ne sait pas lequel. Et quand on connaît la fin de Nino Ferrer, on se dit que cette fatalité de la vie, elle était vraiment présente en lui. Elle était plus que tragique parce qu'il se l'est donné. Il s'est donné la mort, oui, mais, un 15 août 1998. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mon papa le connaissait et je me souviens avoir été une fois chez lui pendant qu'il écrivait Le Sud. Donc en fait, cette chanson... 75. Ouais, en 75, j'étais... ou 73 ou 74, j'étais chez lui dans sa maison... je crois que c'était à Marne-la-Coquette, et il y avait d'ailleurs un truc qui m'avait marqué, peut-être que je me trompe, et dans ce cas-là, pardon, mais je ne crois pas, on rentrait chez lui par la porte d'une Rolls-Royce. Et on sortait de l'autre côté de la porte de la Rolls-Royce pour entrer dans son jardin. Enfin, tout ressemblait à ce qu'il était. Et moi, j'ai chanté, parce que là, la Roi Madao, j'ai chanté mes chansons, mais chez moi, je chantais Mirza, je chantais... Enfin, je connaissais toutes les chansons. Et c'est ça qui était toutes les chansons de Nino, qui étaient beaucoup plus dingues. En fait, il y a un côté dingue. Mais c'est ça qui est étonnant chez vous. Vous avez dans vos choix des artistes qui, encore une fois, ont une apparence qui n'est pas du tout leur vérité. Joe Dassin, quelqu'un de beaucoup plus tourmenté qu'il ne l'était. Nino Ferrer, moi aussi, pour l'avoir un petit peu rencontré, c'était quelqu'un mais qui était aux antipodes de Mirza et des Cornichons et de Gaston. Il y a le téléphone qui sont. Ces chansons-là, il ne les reniait pas, mais c'était des blagues. Pas loin presque. Hein. C'était des blagues. Parce que lui, il aurait voulu être noir et jazzman. Et puis, ce qu'il a écrit, qui a été repris après par Amoldovar, une année de plus. Enfin, il a fait des chefs-d'œuvre, ce monsieur. Et souvent en France, pays où on aime bien mettre des étiquettes sur les boîtes de fromage, on l'avait résumé au Cornichon, à Gaston. Un chanteur yéyé. Et il en crevait de ça. Je pense que, enfin, je veux pas faire encore une fois de la psy à 2,12 €, mais c'est vrai que je pense que dans sa détresse à la fin de sa vie, parce que le premier pli, on en parlait tout à l'heure, le premier pli que vous donnez, il est souvent déterminant. Il est souvent déterminant. On a tellement de mal à la retirer, cette étiquette-là. C'est ça que je dis d'ailleurs, quand je donne des masterclass à des jeunes acteurs ou à des jeunes qui rentrent dans la vie artistique, je leur dis, faites attention. Très paradoxalement, ayez énormément confiance en vous, parce que tout ce qui va venir est en vous. C'est un peu comme ce que disait Hubert Reeves en expliquant le Big Bang. Oui. Big Bang, c'est quoi? C'est la marée est haute, vous voyez pas le sable, mais la mer se retire et doucement vous voyez ce qu'il y a en dessous. Mais ce qu'il y a en dessous, c'était déjà là. C'était déjà là, effectivement. Il faut juste attendre pour voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est la même chose. Ce que je leur dis, c'est soyez patients, c'est en vous. Mais c'est en vous. Mais sachez que peut-être, au moment où la marée se retire, le premier choix que vous allez faire. Ne vous trompez pas. Alors, ne vous trompez pas, c'est facile à dire, parce que ça veut rien dire, mais sachez qu'il est déterminant. Assumez-le. Assumez-le, on peut dire ça comme ça. De toute façon, s'il part de quelque chose qui est essentiel pour vous, il faut le faire. Tout ira bien. Voilà, enfin, tout ira là où ça ira, mais Et pourquoi cette chanson vous ramène à l'éducation de vos enfants, de vos 3 enfants ? Parce que, en fait, je les ai beaucoup. Je leur ai fait entendre ce côté yéyé de moi, en fait, ce côté un peu dingo que j'ai aussi, ce côté débridé, ce côté qui veut croire que la vie, à chaque instant, peut être rediscutée de manière heureuse, même si fatalement elle nous ramène tout le temps à des choses
d'une gravité terrible. Voilà, c'est ma manière de lutter contre ce Yetzerara noir, cet ange qui me veut par moments du mal, et donc de lui mettre, tiens, je vais te mettre un coup de cornichon de Nino Ferrer et prends ça dans ta gueule, quoi. Voilà. On écoute Nino Ferrer, La Roi Madureira, une de ses plus belles chansons. On l'écoute. La Roi Madureira, Nino Ferrer, le choix de Stéphane Fraisse, l'un des choix douloureux de Stéphane Fraisse. Douloureux parce qu'on aurait pu passer 3 jours ensemble. Il y a un chanteur dont vous teniez à nous parler, Stéphane. C'est Freddie Mercury. Freddie Mercury, bon, bien sûr, l'auteur, le leader charismatique du groupe Queen, et d'une chanson en particulier qui s'appelle Don't Stop Me Now. Vous dites de Freddie Mercury, il n'a pas été compris tout de suite, ce qui pour moi est un gage de qualité. Ce qui pour moi est bon signe, ouais. Oui. Bah oui, parce que c'est comme le grand professeur que j'ai eu un jour qui m'a dit si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Oui, et moi c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que il y a quelque chose en avance sur son temps chez Queen. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose c'est pas seulement de la provocation, il y a tellement de vie qui sort de cet homme. Jusqu'au bout. Il y a tellement d'audace, il y a tellement... Show must go on, il sait qu'il va mourir, ouais, il le sait. Il le sait. Et il est sur scène comme à la vie. À la vie. Il écrit un hymne à la vie. Et alors, est-ce que vous connaissiez Lady Godiva? Alors, Lady Godiva, oui, je peux même la chanter, mais pourquoi vous me posez la question? Parce que grâce à vous, j'ai donc mieux écouté les paroles de cette chanson, dont l'auteur est Freddie Mercury, et en fait, un truc amusant dans ses paroles, Mercury parle de Lady Godiva, une noble anglaise du XIe siècle, dont le principal fait d'armes a été de chevaucher la ville de Coventry toute nue pour faire pression sur son mari, qui était un petit peu le seigneur le bourgeois du coin. SEI ou SAI pour le coup du village de cette ville de Coventry, et pour l'inciter à baisser la pression fiscale qu'il faisait porter sur ses vassaux. Et donc, j'ai envie de dire, quel dommage qu'on ne traduise pas toujours les paroles des chansons qu'on a chantées comme ça en fredonnant, parce que souvent on fait I want my real life, et en fait on ne sait pas qu'on raconte des histoires absolument improbables comme c'est l'histoire de Godiva. Il dit dans la chanson I'm a racing car passing by. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. Je suis une voiture qui passe sans frein, comme Lady Godiva. Cette Lady Godiva, c'est un genre de princesse Diana avant l'heure, quoi. Une princesse qui tendait la main aux plus pauvres. C'est vrai que alors. Quand vous dites qu'il faudrait traduire les chansons, je suis pas sûr, parce qu'il y a parfois des chansons qu'il est urgent. Non, mais quand je dis ça, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire que c'est de se rendre compte qu'il y a des chansons qui ont fait le tour du monde et qui ont été et qu'on n'a jamais entendu. Mais non, qu'on a tellement entendu, mais dont on n'a jamais compris. On n'a jamais cherché à les comprendre. Ce qui nous plaît, c'est parfois c'est pas plus mal. Mais c'est surtout pas plus mal. Sinon, c'est ça que je disais. Sinon, on les chanterait plus. On l'écoute, Queen. Allez, on l'écoute. Un petit morceau. On va poursuivre et conclure cette émission en votre compagnie, Stéphane, avec l'une de nos plus grandes artistes, auteurs-compositrices, et cette artiste, c'est Barbara. Vous avez eu le bonheur de la voir sur scène, Barbara? Non, malheureusement. Jamais. Quand Barbara nous a quittés le 24 novembre 1997, quelques mois après sa disparition, est parue une autobiographie post-mortem dans laquelle Barbara révélait la grande tragédie de son enfance. Elle avait été abusée par son père durant toute sa petite enfance. Est-ce qu'après cette révélation, est-ce que vous avez écouté ces chansons de la même manière? Parce que je pense qu'il est très compliqué d'écouter du Barbara quand on sait ça. L'Aigle Noir, on l'entend plus de la même façon. Non, bien sûr, l'Aigle Noir. Je croyais d'ailleurs que l'histoire elle était tout à fait différente. Je m'en étais imaginé une histoire liée à la guerre, enfin des trucs que j'ai pas du tout. Et non. Très sincèrement, vous savez quoi? Parce que là aussi, je l'avais tellement entendu avant, que ces paroles m'avaient tellement réchauffé, accompagné, soulagé, hypnotisé dans des moments où j'avais besoin d'être calmé, et que ces moments-là sont des moments de ma vie importants aussi, que j'ai peut-être pas, je les ai pas entendus pour répondre à votre question autrement. C'est des strates qui s'ajoutent et qui amènent à cette femme et à sa voix, et finalement on parlait de gens et on parlait de ces êtres qu'on croit connaître parce
qu'il nous donne à voir et qui sont en fait extrêmement plus complexes qu'ils ne le sont, si elle n'illustre pas ce qu'on dit là. Quand vous l'entendiez parler, elle avait l'air simple, légère, presque joyeuse. Et quand elle chantait, elle Aventura de Stone et Chardin, lors de ses répétitions pour se chauffer la voix, elle se chauffait la voix avec l'Aventura. L'Aventura. De Stone et Chardin, c'est une merveille. Et cette capacité, avec Liv, on en parle, c'est ma fille, c'est cette capacité à circuler dans tous les octaves, à être libre, quoi. C'est un hommage à la vie, c'est un hommage à l'amour, quoi. De La Grande Dame Brune, vous avez choisi une chanson écrite et publiée en 1969, Du bout des lèvres, chanson qui est née, Jean-Paul Conditionnel, là, qui serait né de la détestation qu'elle avait pour le bruit. Elle avait mis une pancarte, ça je le sais, dans sa loge, il y avait une pancarte qui disait « Je suis myope, mais j'entends bien, inutile de crier ». Et de cette détestation du bruit et des gens qui parlaient fort et qui parlaient haut, elle avait donc écrit cette chanson du bout des lèvres, pour se dire je t'aime du bout du cœur. Barbara, Du bout des lèvres, le choix de Stéphane Fraisse dans les chansons de sa vie. Pourquoi cette chanson en particulier, Stéphane ? En fait, en la réentendant, il y a comme ça des chanteurs qui m'invitent à rêver entre les lignes de ce qu'ils ont écrit. Je trouve qu'un très grand chanteur, pour moi une très grande chanteuse évidemment, c'est une artiste qui en fait me raconte son histoire et grâce ou par son histoire déclenche, m'invite à un rêve qui n'a plus rien avec ce qu'il a. Mais le mot rêve est extrêmement présent dans cette chanson. Et alors après, évidemment, sa voix se balade de manière tellement légère comme un papillon dans la gamme, que déjà, je suis dans un rapport presque hypnotique avec la vie. Et puis, il y a des gens qui sont pédants dans leur manière d'écrire, qui amènent une poésie lourdote et artificielle. Et elle, quand elle dit dans le soir qui penche, vous m'agacez du bout du cœur, je comprends tellement ce que ça veut dire. C'est tellement simple. J'aimerais pouvoir tellement dire aux gens que j'aime par moments, tu m'agaces du bout du cœur, sans leur dire des mots qui dépassent ma pensée et qui condamnent un peu de ma relation avec eux. Elle, avec peu de choses, elle sait poser l'épingle qui picote un peu, mais qui ne blesse pas plus. Tel un peintre qui met juste la petite touche de couleur. Qui marque le moment, mais qui ne le condamne pas. Voilà. C'est ça qui vous touche globalement chez elle et dans cette chanson. Je vous le dis, ce qui me touche chez elle, c'est cette main qu'elle me tend entre chaque mot qui se libère dans l'air. Pour vous inviter au voyage, au rêve au voyage. Ouais, moi, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est pas ça la définition d'un bon artiste? Est-ce qu'un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui nous invite au voyage? C'est ce que vous faites, Stéphane. Nous allons devoir conclure cette émission. C'est ce que vous faites avec votre film. Tu choisiras la vie, auquel on souhaite une longue carrière. Une toute dernière question, Stéphane, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait aujourd'hui? En fait, le plus beau cadeau, c'est qu'à chaque instant, je suis reconnaissant à la vie. À chaque instant. C'est cette reconnaissance. Ouais, à chaque instant. Hier, j'étais encore dans une salle, j'ai rencontré des gens, j'ai pu répondre à des questions, j'ai vu leur bienveillance et un peu, ils m'ont donné je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu avoir de plus beau que cette capacité à être à chaque instant remis en question dans ma propre vie, quoi. Et c'est ça le cadeau. Ouais, c'est un cadeau de tenir not for granted. C'est ce qu'on nous a donné. Stéphane, mille merci pour ce joli moment avec vous. Mais il y a bien sûr le mot le plus important, c'est l'amour. Parce qu'en fait, tout ce que je dis là, c'est ça peut se résumer en un mot, l'amour. Pour moi, il n'y a pas de vie sans amour. Merci Stéphane, on souhaite un joli succès à votre film. Merci Frédéric, merci de ce bon moment passé avec vous. Merci Stéphane.